Bonjour et bienvenue au 19e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Aujourd'hui, notre thématique, c'est les jeux de 2012. Donc on fait un voyage dans le passé, très lointain, d'il y a 10 ans déjà, et on vous parle de nos jeux préférés de cette année-là, et de mon côté, j'avais parlé du jeu Keyflower. Et toi, Vincent? Moi, je vais parler du jeu Terra Mystica. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que avant tout, on va vous parler des jeux qu'on a joués cette semaine, et non il y a 10 ans. Mais il y en a qu'on aurait pu jouer il y a 10 ans dans ces jeux-là. Aussi. Mais celui que je veux vous parler en premier, on n'aurait pas pu, parce que c'est le jeu Root de Cole Wehrle, et publié par les éditions Letter Games, et j'ai joué avec la toute dernière extension qui s'appelle The Marauder Expansion. Donc, Root, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est un peu trompeur. Ça a l'air d'un petit jeu tout cute avec des créatures de la forêt, mais dans le fond, c'est vraiment un jeu de bataille où on se backstab puis qu'on essaye de prendre le contrôle total de la forêt. Et dans le fond, sa particularité, c'est qu'il y a beaucoup de factions asymétriques, donc qui vont toutes avoir des façons de fonctionner puis des façons de faire des points qui vont être différentes. Et maintenant, rendu à sa 3e ronde d'extension, si on veut, puis à chaque fois, ils ont rajouté des nouvelles factions. Puis on peut tout mélanger ça, on peut jouer que juste des nouvelles, juste des vieilles, puis on peut mix and match comme on veut. Avec plus ou moins des bons résultats, là. Il y a certaines factions qui vont avoir des rôles plus définis, puis ça en prend au moins une, mettons, qui est une grosse armée. Pas, 3 qui sont plus similaires, mettons. Fait que c'est équilibré, mais pas parfaitement, non. Ouais, mais ça peut marcher, mais mettons qu'il va y avoir des games qui vont être plus fun que d'autres, dépendant du nombre de joueurs puis des factions qu'on va choisir. Moi, je l'ai pas essayé, en fait, mais j'ai eu beaucoup de bons échos par rapport à Root, justement du fait que il y a beaucoup de variabilité, c'est ça, quand tu joues une faction ou une autre, parce que les mécaniques sont assez différentes. Ouais, c'est ça, dans le jeu de base, mettons, il y avait 4 factions, t'avais les marquis de chats, qui sont comme l'armée dominante en ce moment de la forêt, fait que les autres, ils vont commencer la partie, ils vont avoir au moins une troupe partout sur le board. Dans le fond, le board, c'est comme une map de la petite forêt. Puis t'as des clairières qui sont les territoires qu'on va essayer de se battre pour contrôler. Fait que les chats, ils commencent avec beaucoup de présence partout. Puis eux autres, leur game, c'est vraiment de comme construire des bâtiments. Puis c'est quasiment jouer un euro, là. Tu construis des bâtiments, tu fais des points avec ça, t'essayes d'optimiser ta production de ressources, ta production d'armée, puis tu peux aller utiliser ta grosse armée pour tabasser les adversaires qui deviennent un peu trop dérangeants. Après ça, de l'autre côté, t'as la dynastie des Herriers, qui est comme des oiseaux qui, eux, régnaient sur la forêt avant que les chats arrivent, puis qui sont en train de comme comploter pour avoir leur revanche. Et avec eux, tu vas plus jouer comme un jeu de programmation. Fait que tu vas... Parce que dans le fond, il y a un truc qui est commun à toutes les factions, c'est qu'on va utiliser des cartes. Donc, il y a un deck de cartes qui a 4 couleurs, si on veut. Il y a 3 de ces couleurs-là qui se retrouvent sur le board. Chacune des clairières, dans le fond, va être associée à une de ces couleurs-là. Fait que t'as comme... c'est des couleurs, là, mais en fait, c'est des animaux. Là, t'as des lapins, des renards, puis des souris. Les oiseaux, eux, ils vont utiliser ces cartes-là pour, dans le fond, déterminer les actions qu'ils vont vouloir faire. Fait qu'à chaque tour, tu vas ajouter une carte à ton décret, qui est comme ta proclamation de qu'est-ce que tu veux faire avec ta nation d'oiseaux. Fait que là, au premier tour, tu vas avoir 2 ou 3 cartes là-dedans. Fait que ça va dire, mettons, construire un bâtiment sur une clairière lapin. Bats-toi dans une clairière renard. Ou déplace tes troupes vers une clairière souris. Puis t'as aussi des cartes qui sont des cartes oiseaux, en fait, qui sont comme des jokers. Donc, ils peuvent compter pour n'importe lequel des suits. Fait que si tu mets comme recruter des armées dans oiseaux, ben tu peux les recruter n'importe où, puis tu vas être correct. Là, au fur et à mesure que la partie va avancer, ton décret, il va augmenter tant que t'es capable de faire toutes les actions qui sont dedans.
Fait que dès que t'arrives à un point où ce que t'as fait des promesses à ta population pis que t'es pas capable de les remplir, ben là, il y a comme une révolte qui se passe, puis là, ton gouvernement, il tombe. Fait que tout ton décret s'enlève. Tu vas perdre des points, dépendamment de combien de cartes oiseaux qu'il y avait dedans. Puis là, tu vas être obligé de te choisir un nouveau leader puis de recommencer avec un nouveau décret qui va se remettre à grossir. Fait que c'est comme, faut que tu planifies tes affaires, mais les autres, ils savent exactement qu'est-ce que tu vas vouloir faire, moins les actions que tu vas rajouter à chaque tour. Fait qu'ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues pour s'assurer que ton gouvernement, il plante, tu sais. C'est d'essayer de gérer ça puis que ces tours-là, tu perds pas trop de points puis tu sois capable d'en faire un peu pareil, parce que ça, dans le fond, plus ils vont mettre de bâtiments sur le board, plus qu'ils vont faire de points, tout simplement. Une autre faction, c'est la Woodland Alliance, donc l'Alliance de la forêt, qui, eux, c'est comme une espèce de guérilla, là, fait que c'est une alliance de plein de petits animaux qui sont tous mis ensemble, puis tu vas comme essayer de mettre de l'influence sur le board pour inciter des révoltes, puis là, quand t'as assez de cartes, puis t'es capable de comme wiper tous les ennemis d'une clairière puis faire popper des armées là, mais tu commences sur le board puis t'as presque rien, puis tu vas aller grappiller petit à petit avec ton réseau d'espions, si on veut, là, comme augmenter ton influence dans la forêt puis essayer de choisir ton bon moment pour sortir ton armée puis aller libérer toutes les petites créatures de la forêt. Puis la dernière faction, c'est le vagabond, qui est un espèce de raton laveur qui fait juste se promener, aller ramasser des objets, parce que là, tout le monde peut comme crafter des objets, c'est une façon de faire des points avec les cartes. Puis là, lui, il fait juste se promener, puis venir t'acheter tes objets, puis il se promène, il peut tabasser un peu le monde, puis il fait sa petite affaire, là. C'est comme un aventurier qui est dans la forêt, puis qui a pas vraiment d'affiliation avec cette guerre-là, puis qui fait son petit bonhomme de chemin. Dans le fond, tout ce beau monde-là, c'est une course pour être le premier qui va faire 30 points. Puis t'as des façons comme plus communes de faire des points, comme crafter des objets, justement, que ça, c'est avec les cartes, c'est tout le monde, ça marche un peu de la même façon. Les ressources que tu dépenses pour crafter sont pas pareilles d'une faction à l'autre, mais le nombre de points que ça te donne est le même pour tout le monde. Mais c'est ça, mais après ça, autour de ça, t'as toutes les façons différentes, toutes les factions qui ont des façons de jouer différentes, qui te donnent aussi, j'imagine, plus de points, si t'es capable de vraiment profiter de... Ouais, c'est ça, tu sais, comme le vagabond, mettons, il va y avoir des quêtes qu'il va vouloir faire, puis plus il en fait de la même façon, parce que ces quêtes, ils sont reliés aux trois sous, puis ça lui demande d'être dans une clairière d'un type, puis d'avoir un certain nombre d'objets. Le plus il y a d'objets, plus il y a d'action, puis plus que c'est facile pour lui de faire des quêtes, donc de faire des points. C'est ça, les chats, ils vont mettre beaucoup de buildings, puis plus ils ont de buildings sur la map, plus ils vont faire de points à chaque tour. Fait que c'est ça, t'as toute cette compétition-là. Faut que tu saches un peu qu'est-ce que les autres sont capables de faire, puis comment ils vont aller chercher leurs points pour être capable de les empêcher. Que tu gères tes actions, tu sais, comme... Mais c'est quand même assez facile à prendre en main, parce que tu reçois ton plateau, ça te dit exactement c'est quoi tes règles spéciales, c'est quoi tes... Parce qu'il y en a qui ont des règles pour déplacer tes troupes et tout ça, ben ça marche. Il y a des règles qui sont communes, mais chacun a ses petites particularités, comme les chats, ils peuvent, quand ils font une action de déplacement, ils déplacent 2 fois des armées, ce genre de truc-là. Le vagabond, il peut se promener dans la forêt parce que il est pas obligé d'être juste dans les clairières, c'est le seul qui peut faire ça, puis etc., etc. Puis ça, c'était le jeu de base. Moi, j'ai joué ma partie avec la toute nouvelle expansion, puis j'ai essayé une des nouvelles factions, qui est la Horde, the Horde of the Hundreds. Fait que c'est comme des rats. Fait que j'avais un petit bonhomme qui était comme mon leader, puis qui était vraiment plus fort que les autres, puis j'étais capable d'aller chercher, de recruter beaucoup d'armées, mais comme concentré à un endroit où ce que lui était. Puis j'avais des actions gratuites avec lui, puis tu sais, moi, j'avais vraiment une faction, tu sais, qui a un style de jeu agressif, qui va vouloir aller tabasser les autres joueurs, puis comme faire une grosse armée, puis aller taper tout le monde. Puis une façon que je faisais des points, c'est en contrôlant des clairières où il y avait aucun ennemi. Fait que j'avais intérêt à aller à des places, puis juste comme wiper tout le monde. Ouais, c'était assez... c'était un mode de jeu plus agressif, mettons. Ouais, pas mal plus que l'Alliance ou le Vagabond, mettons. Une autre mécanique que je pouvais faire, c'est de voler les objets que les autres avaient craftés.
En allant les tabasser, je pouvais décider que je leur faisais pas perdre d'unité, mais à la place, je leur volais leurs objets, puis moi, c'est comme ça que je devenais le plus fort, puis que je pouvais faire des points. Puis ça faisait un peu une compétition au vagabond, parce que, dans le fond, une des critiques du jeu de base, c'est que le vagabond, il était trop fort. Puis le monde, il aimait pas ça, jouer avec, là. Dès que les premières extensions ont sorti, la plupart des gens se sont mis à jouer sans le vagabond, parce que toutes les autres factions, quand tu essaies de leur nuire, tu peux quand même faire des points. Parce qu'ils vont mettre des choses sur le board, là, soit des buildings ou des jetons. Puis à toutes les fois que tu étais capable d'enlever ces choses-là, ben tu faisais des points. Mais le vagabond, lui, il faisait pas. Fait qu'il fallait que t'aies tapé dessus pour l'empêcher de gagner, mais toi, ça t'avançait pas. Tu faisais, ça t'aidait pas trop dans ta partie. Fait que, tu sais, si on est 4 joueurs, ben, tu sais, s'il y en a un qui se met à taper sur le vagabond pour l'empêcher de gagner, ben, pendant ce temps-là, les deux autres, à leur tour, ils peuvent faire de quoi que leur fait des points, puis là, finalement, c'est eux qui vont gagner, puis celui qui a tapé sur le vagabond, ben, il s'est un peu fait avoir, tu sais. Ouais, puis vu que comme t'as dit, tu sais, lui, son focus, c'est vraiment les objets, puis il fait sa propre game, là. Il a l'air d'avoir moins d'interaction avec les autres. Ben oui, puis non, parce que, tu sais, tout le monde peut crafter ces objets-là. Fait qu'il y a intérêt à venir te les chercher. Fait qu'il faut qu'ils viennent dans une clairière où ce que t'es, puis qu'ils prennent une action comme pour t'aider, puis devenir ton ami. Fait que là, il prend ton objet, puis ça fait un peu ouais, je suis ton ami, donne-moi ton affaire, puis il s'en va avec. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu n'as plus de besoin, t'as déjà fait tes points, dans le fond. OK. Fait qu'un coup que t'as fait les points, tu gardes l'objet, parce que, dans le fond, il y a comme un pool limité, mais il y a plus de cartes qui permettent. Mettons, il y a deux épées dans le pool, mais il y a peut-être 3-4 cartes qui vont te permettre de crafter une épée, mais un coup que les deux ont été pris. Si moi j'ai une carte d'épée, ben elle peut plus servir à crafter. Je peux l'utiliser pour faire autre chose. Mais c'est ça, elle sert plus à rien pour crafter. Fait que le vagabond vienne me le chercher, à part que ça y fait des points, moi ça me dérange pas trop, tu sais. OK. Ça te nuit pas au final. Non, c'est ça. Puis il y a des objets qui sont sur la map qu'il y a juste dans le jeu de base, il y a juste le vagabond qu'il faut aller les chercher puis faire de quoi avec. Mais là, avec les Marauders, les rats, ils peuvent aussi créer inciter des révoltes à ces endroits-là puis aller chercher ces objets-là. Fait qu'il y a comme ça se voit un peu comme une nouvelle faction qui interagit un peu plus avec le vagabond pour comme rééquilibrer les choses un peu. Mais tu sais, tu peux la jouer même si le vagabond est pas là, puis ça devrait fonctionner quand même. OK. Cool. Puis en tout cas, je vois les images aussi, le jeu, il a l'air vraiment il est vraiment beau, là. Il y a comme une espèce d'esthétique de petits dessins animés enfantins, mais au final, il y a quand même beaucoup de take that puis d'interaction. Ah oui, c'est un jeu de contrôle de territoire puis de il se fait souvent comparer au coin game, là, qui est les Counter Insurgency, qui sont comme des gros jeux de guerre historiques, là. T'en as un qui s'appelle Cuba Libre, que justement, tu sais, t'as comme les 4 factions à Cuba, le gouvernement, les révolutionnaires, les criminels, pis tout ça, pis qui ont toutes leur façon différente de gagner, dans le fond. Fait que ça se veut un peu inspiré de ce style de jeu-là, mais simplifié, puis avec une thématique un peu plus look cute pour, comme... taper l'œil un peu plus. Oui, c'est ça, tu sais, ça fait plus grand public, mettons. C'est plus intéressant pour certains, peut-être. Puis tant mieux, parce que moi, c'est le genre de jeu que j'aime, puis qui est pas tout le temps populaire, là, les jeux de combat, puis de... Ouais, là où il y a beaucoup de d'agression, puis ouais, tu te tapes dessus, puis que... Mais celui-là, tu sais, au final, c'est ça, mais quand tu le regardes, il a pas l'air de ça, fait que tu vas peut-être l'essayer, puis finalement, tu vas te rendre compte que ce genre de jeu-là, c'est le fun, tu sais. Puis il y a quand même des... Tu sais, il y a des factions qui sont plus agressives que d'autres, justement, d'autres qui sont plus passives ou juste qui ont un petit côté plus euro là, de gestion de ressources ou de programmation, de gestion de main, qui ont ces côtés-là vont être un peu plus importants. Donc, tout le monde peut y trouver son compte. Donc voilà pour Root de Cole Wehrle et Letter Games. Moi, de mon côté, j'ai récemment joué à Istanbul, en fait avec toi, Sam. Donc, Istanbul, c'est un jeu où chaque joueur est un marchand à Istanbul. Et son objectif, dans le fond, c'est d'accumuler des pierres précieuses pour faire valoir le fait qu'il est le meilleur marchand. Les joueurs vont déplacer leurs marchands à travers la ville pour effectuer différentes actions. La ville d'Istanbul est constituée d'un plateau de 4 par 4 cartes. J'ai dit bien
4 par 4 cartes. C'est pas facile à dire, ça. Mais bon, qui sont en fait différents endroits de la ville. Donc, on a des mosquées, on a des marchands, on a un fabricant de charrettes, on a une prison, on a une fontaine. Puis on se déplace à travers ça en faisant différentes actions. Une petite twist du jeu qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, notre personnage, notre marchand, en fait, il vient avec des assistants, puis ils font une espèce de tour de jetons couronné par notre marchand principal. Puis quand on se déplace d'un endroit à l'autre, il faut laisser un de nos assistants en chemin. Fait que notre pile de... Vous voyez pas, là, mais Vince est en train de mimer avec ses mains comment qu'il laisse ses petits assistants en chemin. Ouais, ça m'aide. Je le dis parce que sinon, tu sais, les auditeurs ne sauront pas que tu fais ça. Non, c'est vrai. Ça m'aide dans mon explication, parce que c'est ça. Ta pile va rapetisser d'une case à l'autre à force que tu avances, parce que tu laisses ton assistant en chemin. Puis quand on arrive à un point où on n'a plus d'assistant, notre marchand est obligé de s'arrêter. Il peut pas faire l'action. Par la suite, quand on commence à manquer d'assistants parce qu'on est trop loin, on peut après ça reconstruire notre pile d'assistants en faisant le chemin inverse. Fait qu'on a cette espèce d'aller-retour qu'il faut souvent effectuer en se promenant dans la ville. Puis on a aussi une case qui nous permet de rapatrier tous nos assistants en dessous de notre pile puis de repartir à zéro puis se redéplacer où on veut. C'est un jeu où ça va être beaucoup du commerce, de la gestion de ressources. Et c'est aussi une course, en fait. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est le premier d'être à 6 points. Puis on a comme 2-3 façons de faire ces points-là. Fait qu'il faut optimiser nos actions pour arriver à 6 avant les autres joueurs. Parce que dès que quelqu'un arrive à 6, la partie est finie, puis c'est ça. Puis à ça aussi, il y a comme tu dis, il y a un aspect course, mais aussi c'est que la façon de faire des points va souvent aller en devenant de plus en plus difficile. Comme entre autres, on a un endroit où il faut aller acheter, dans le fond, un rubis. Le premier rubis coûte un montant X, le deuxième rubis va coûter plus cher, le troisième rubis qui va être acheté encore plus cher, puis c'est ça, fait que ça augmente toujours. Fait qu'on en a un, c'est les rubis coûtent plus cher en argent, il y en a un où il faut fournir des ressources pour en prendre un. Puis on a deux positions qui sont spéciales aussi, c'est les mosquées, où on peut aller débloquer des habilités spéciales. Puis le premier joueur à aller débloquer cette habilité-là va avoir à payer moins cher que le second. Qui va payer moins cher que le troisième? Qui va payer moins cher que le quatrième? Fait qu'il y a aussi cet incitatif-là à aller chercher ces actions-là le plus rapidement possible. On a aussi des petites cartes, dans le fond, qui sont des actions bonus qu'on va pouvoir faire pendant la partie, qui vont nous permettre soit de se déplacer plus, de rester au même endroit puis de refaire la même action, ce qu'on peut pas faire normalement, ou il y en a des vraiment bonnes qui nous permettent de, si on a assez de ressources, de rejouer 2 fois à l'endroit où on peut acheter un rubis, soit avec de l'argent ou avec des ressources. Donc, ça permet de faire comme un tour surprise. Tu sais, tout le monde arrive en fin de partie, on est à 3, 4 rubis, on se dit, tu sais, 4, il n'y a pas de danger que la partie finisse tout de suite, mais là, bam, j'ai full d'argent, fait que je joue cette carte-là, j'achète 2 rubis, puis je me fais la partie, puis là, personne ne l'a vu venir, puis tout le monde est comme, ah! J'avais déjà prévu tout mon chemin, puis là, fini. Fait que c'est ça. C'est un jeu bien intéressant parce que t'as aussi un système d'amélioration. Tu sais, au début, on commence, on a notre petite charrette qui peut accumuler un certain montant de ressources. On peut l'améliorer pour avoir plus de ressources. On peut utiliser ces ressources-là, c'est ça, soit pour acheter des points plus tard, ou on peut l'utiliser aussi pour tout simplement les vendre, faire plus d'argent. Fait qu'il y a plein de... Tout est un peu interrelié, tout permet de se transformer un peu en tout. Ouais, puis c'est un jeu qui est pas compliqué, là, c'est Gateway Plus qui appelle, là. Fait que peut-être pas le premier jeu qu'on montre à quelqu'un qui connaît pas les jeux de société, mais le step-up juste après, là. Mais qui a quand même des décisions intéressantes pour ceux qui ont plus d'expérience avec les jeux de société, disons. Puis si on veut augmenter la complexité, il y a 2 extensions qui existent. Moi, je les ai pas essayées, mais j'ai entendu beaucoup de bien, donc je serais bien curieux de pouvoir le faire. Puis aussi, même dans le jeu de base, des petits variants qu'on peut rajouter, donc la façon qu'on place notre plateau. Il y a des variants recommandés pour les premières parties, il y en a qui sont recommandés pour des parties plus difficiles, où on peut carrément y aller au hasard. Mais il y a aussi une variante où il va y avoir des assistants qui vont être communs. Donc, le dernier dans notre pile, ou en fait le premier dont on va se débarrasser, il va être d'une autre couleur,
puis tout le monde va avoir un assistant de cette couleur-là. Puis là, un coup qui a été laissé, mettons que moi je laisse cet assistant-là sur le plateau, ben n'importe quel autre joueur, en repassant par là, peut le récupérer. Donc on rajoute une petite coche d'interaction, planification sur... on peut étirer plus longtemps avant d'être obligé de retourner à la fontaine pour récupérer nos assistants en utilisant bien les assistants laissés par les autres. Fait que c'est ça. Fait que ça rajoute un petit peu d'interaction, comme tu disais, parce que sinon, dans le jeu de base, la principale interaction qu'il y a entre les joueurs, c'est l'aspect course, là, comme je disais, c'est si on est le premier à faire une telle action, souvent ça va nous coûter moins cher, mais aussi c'est quand on croise un autre marchand, il faut le payer. Pour faire l'action, ouais. C'est ça. Fait qu'on peut pas tout à fait bloquer l'autre, mais on peut quand même s'arranger pour que ça lui coûte plus cher. Puis tu sais, l'argent est quand même tight dans ce jeu-là, fait que de payer quelqu'un d'autre, ça fait quand même chier. Ouais. Non, t'as le goût de garder ton argent parce que t'as des choses pas mal importantes à faire avec. Plus que de la donner à ton voisin. C'était Istanbul de Rudiger Dorn. Et des éditions Pegasus Spiel. Sinon, un autre jeu qu'on a joué ensemble, puis qui va servir de segue vers notre duel, parce que lui aussi a été publié en 2012, c'est le jeu Seasons de l'auteur Régis Bonessé et publié aux éditions Libellude. Donc Seasons, c'est un jeu de draft et de combo de cartes, si on veut. La thématique, c'est qu'on est des magiciens qui vont entrer dans une espèce de compétition à savoir qui est le meilleur magicien, puis qui va s'étaler sur 3 ans. Donc on va passer au travers des seasons. Aussi nommé saison en français. Merci Vincent pour la traduction. Ça fait plaisir. Donc on va passer au travers de 3 ans, puis à la fin, c'est celui qui va avoir le plus de points qui va être déclaré le meilleur magicien, puis qui va être le gagnant de la partie. Dans le fond, c'est un jeu de draft où on va drafter puis jouer des cartes qui vont représenter des objets magiques qu'on va créer, puis des familiers qu'on va être capable d'invoquer, puis qui vont nous donner toutes sortes de pouvoirs au cours de la partie. La particularité, c'est que, dans le fond, c'est au début de la partie, on va choisir 9 cartes. Après ça, on va les séparer en 3 paquets qu'on va recevoir au début de chacune des années. Fait qu'il y a 3 cartes qu'on va recevoir en début de partie, 3 cartes vers le milieu, puis 3 cartes pour la dernière année. Puis après ça, à chaque ronde de jeu, dépendamment de dans quelle saison on est, on va brasser les dés qui correspondent à cette saison-là. Fait qu'en hiver, ça va être les dés bleus, au printemps, les dés verts, etc. Puis chacun de ces dés-là va avoir des faces qui vont être différentes, qui vont dicter un peu les actions et les ressources qu'on va pouvoir faire ou obtenir à ce tour-là. C'est ça. Chaque saison, chaque groupe de dés a en fait des symboles qui vont être différents. On va avoir des ressources qui seront complètement absentes à certaines saisons, puis qui affectent aussi la transmutation. On va en parler un peu après. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a comme 4 ressources qui sont les 4 éléments, si on veut. Puis il y en a un qui est plus abondant en hiver, puis absent en été, puis vice-versa. Puis à chaque saison, c'est ça. T'en as 2 qui sont très abondants, un qui est un peu plus rare, puis un qui est jamais là. C'est qu'on va recevoir différentes quantités de ces éléments-là, on peut les accumuler au cours de la partie, puis on va utiliser ces éléments-là pour jouer les cartes de notre main. Mais on peut aussi, si on a l'action sur notre dé, faire de la transmutation. Fait que là, on peut échanger ces ressources-là pour des points. Puis dépendamment dans quelle saison on est, plus l'élément est rare, plus il va nous valoir de points. Si on le transmute à ce tour-là. Puis sinon, les autres actions disponibles sur les dés, ça va être d'avoir des points, de piger des nouvelles cartes et d'augmenter notre jauge d'invocation. En fait, cette partie-là, ça représente le nombre de cartes maximales qu'on peut avoir jouées devant nous. Fait que au début de la partie, on peut pas jouer de cartes. Il faut en fait améliorer cette jauge-là pour pouvoir mettre une carte en jeu puis faire son effet. C'est ça. Puis chaque carte, dans le fond, va avoir un coût, soit en ressources, il y en a certaines qui ça va être même en points. Puis après ça, il va y avoir des effets soit en la posant, soit des effets qui vont persister tout le temps, donc à chaque fois qu'on fait telle sorte d'action, ils vont s'appliquer. Ou des effets qu'on peut taper la carte, si on veut. Fait qu'une fois par tour, on tape notre carte, puis on fait l'effet.
Fait que c'est important d'aller chercher des synergies entre nos cartes au moment où on fait le draft. Puis c'est cool parce que le paquet il nous revient plusieurs fois. Fait que tu sais, au début on a 9 cartes. Puis là, dépendamment de combien de joueurs on est, ben si on est 3, ben quand il va me revenir, il va en rester 6. Fait que je sais qu'il y en a 2 qui sont partis, mais tu sais, je peux espérer que en prenant celle-là, cette deuxième va peut-être me revenir, puis là, ça va bien fitter ensemble, puis sinon, qu'est-ce que je fais à la place? Puis, tu sais, on veut pas accumuler trop de cartes, parce que en fin de partie, s'il nous reste des cartes dans les mains, on a des pénalités pour ça, c'est des points négatifs. Fait que des fois, c'est tentant de prendre les dés qui nous donnent plus de cartes, mais là, si notre jauge est pas assez haute, puis si on n'a pas toutes les ressources pour les jouer, ben, on peut se tirer dans le pied. Parlant de perte de points, on a aussi, en cours de partie, l'occasion d'utiliser des pouvoirs à une utilisation unique, mais au coût de points. Entre autres, si, admettons, on est mal pris, on peut échanger des ressources d'une couleur pour des ressources d'une autre couleur. On peut faire une transmutation qui nous donne plus de revenus. Si on vient vraiment pas à bout d'augmenter notre puissance d'inconvocation, on peut la faire. Fait qu'on a quand même des options si on est vraiment mal pris. Mais il y a un coût qui est associé, puis là, c'est déterminer est-ce que ça vaut la peine. C'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est que sur les dés, il va y avoir un certain nombre d'étoiles ou de nombre de points. Puis dans le fond, il y a un dé de plus qu'il y a de joueurs. Puis le dé qui reste, il va y avoir soit 1, 2 ou 3 points dessus. Puis ça va déterminer de combien de cases avance le marqueur de la partie. Fait que les saisons ont pas tout le temps la même durée. C'est comme dans Game of Thrones. Des fois, t'as des hivers qui finissent plus. Tu vas avoir au moins un tour par saison, mais tu peux avoir des saisons où tu vas rester vraiment dedans juste un tour. Puis d'autres fois, ça va être 3 fois, dépendamment de qu'est-ce que les joueurs choisissent. Fait que t'as comme surtout si t'es 2 ou 3, t'as vraiment plus de contrôle là-dessus. Fait que c'est ça, le tempo est un peu dicté par les choix des joueurs. Fait que si tu vois que t'es en avance, ben tu peux favoriser les dés qui vont permettre que la saison avance plus vite. Puis à l'inverse, si tu vois que t'es en retard puis que t'as besoin de temps pour jouer toutes tes cartes, ben ça va peut-être prendre un dé qui est moins pertinent niveau ressources, mais qui va faire qu'on va rester l'automne un tour de plus, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, les moments importants, c'est vraiment de choisir les bons dés au bon moment, puis aussi le draft. Le draft, en fait, il y a vraiment des conséquences critiques sur le reste de la partie parce que t'auras pas beaucoup plus de cartes que ces cartes-là, tu sais. Non, ben ça dépend de parce qu'il y a des cartes qui permettent d'en piger d'autres puis d'en donner aux autres même. Ouais, mais c'est pas non plus ça qui arrive le plus souvent. Tu sais, souvent, t'as tes 9, puis des fois, c'est difficile de même toutes les placer. Ouais. Je suis d'accord avec toi, moi, c'est ma principale critique du jeu, c'est que 70% de tes points que tu vas faire, ça va se décider au draft. Puis c'est ça qui, tu sais, ça prend 5 minutes, puis la partie va durer peut-être 45 minutes, 1 heure. À peu près, ouais. Puis c'est ça, puis tu sais, ces 5 minutes-là est vraiment critique pour l'ensemble de la partie. C'est ça. Fait que c'est un peu tough quand c'est ta première partie si tu joues avec des joueurs qui ont déjà joué. Tu sais, dans le setup de départ, il recommande comme des decks préconstruits. Tu fais même pas de draft. Fait que tu sais, oui, c'est plus facile pour apprendre à jouer, mais en même temps, tu sais, comme on dit, le fun du jeu puis la stratégie, elle se fait au draft plus que sur ta sélection de dés après. Fait que c'est comme une expérience diluée un peu, si on veut. Ouais, parce que tu sais, le fun, c'est justement, c'est de se dire, ah, ben j'ai ces cartes-là qui synergisent bien entre eux autres. Ah, puis tu sais, celle-là, je suis peut-être mieux de la mettre comme à la 3e année parce qu'elle est vraiment forte, puis elle va me permettre de rentabiliser les autres. Ouais, parce que ça aussi, c'est quand même cool, je trouve, comme dynamique, le fait que t'as 9 cartes, mais tu dois comme planifier un peu d'avance dans quel ordre ils vont être joués. Ouais, en fonction des pouvoirs qu'ils te donnent, en fonction des ressources qu'ils coûtent. C'est sûr que, tu sais, les plus chers peuvent te donner des pouvoirs qui sont bons à avoir en début de partie, mais ça peut prendre plusieurs tours avant que tu aies les ressources pour les jouer. Fait que c'est un pensez-y bien, tu sais. Puis t'as beaucoup de cartes aussi qui font de l'interaction entre les joueurs. Ça, c'est cool, tu sais, des cartes qui vont faire que quand il y a telle action, bon ben, moi je fais des points, vous autres vous en perdez, vous reprenez vos cartes dans vos mains, des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'interaction entre les joueurs via les cartes. Ouais, puis via, tu sais, ce que tu repêches comme dés aussi, tu peux t'arranger pour laisser des dés que tu sais que l'adversaire a pas besoin, ou
même si pour toi c'est peut-être pas le dé le plus optimal, mais il est encore moins optimal. Ça devient moins optimal pour l'autre, fait que tu le fais pareil, tu sais. Ouais. Des fois, de nuire à ton opposant, c'est ça qui te bénéficie le plus. Ah, puis rapidement, le jeu est super beau, là, le artwork sur les cartes, il est très coloré, très cartoon, puis Ça fait magique, vraiment, je trouve. ouais, puis les dés, c'est des gros dés chunky, du beau matériel, vraiment. Donc, c'était le jeu Seasons, designé par Régis Bonessé et publié aux éditions Libellude. Donc, avant de passer au duel, juste une petite annonce. On en a parlé dans le dernier épisode. On a lancé un appel à tous pour faire notre top 35. Donc, l'ultime classement de tous les jeux qu'on a présentés en duel jusqu'à maintenant. Au moment où cet épisode-ci va sortir, il vous reste une journée ou deux pour aller faire le classement puis nous envoyer ça. Puis au prochain épisode, Vincent et moi, on va s'astiner, on va faire le classement de tous ces jeux-là en utilisant le site PubMeeple. Donc, il y a un lien pour ça sur notre page Facebook, sur notre Discord et dans les notes du show. Vous aurez cliqué là-dessus, vous aurez faire ça. Puis, dans le fond, le site va compiler les résultats de tous nos auditeurs et de toute la communauté. Puis c'est ça qui va nous servir de tiebreaker quand on sera pas d'accord sur quel jeu est meilleur que l'autre. Parce qu'on s'entend, on va probablement pas tout le temps être d'accord, surtout si c'est des jeux qu'on a déjà défendus l'un et l'autre qui s'affrontent. C'est sûr que, tu sais, en même temps, j'aurais raison, mais il faut donner un peu de chance à ça. Moi, j'ai vu la liste à date, puis je pense que mes jeux vont être plus hauts que les tiens. Mais bon, vous avez encore du temps pour changer ça si vous êtes hashtag Team Vince. Puis là, j'ai cru comprendre que Star Wars Rebellion était un peu bas, là. Faites remonter ça un peu. Mais, avant ça, on va faire le dernier duel de ce classement-là, qui va être les meilleurs jeux de 2012. Et qui, par accident, ont aussi une thématique hexagonale avec des tuiles. De mon côté, je vais défendre le jeu Terra Mystica, designé par Jens Drogenmüller et Helge Ostertag, publié aux éditions Zimen Games. Donc, Terra Mystica, c'est un jeu où on va... c'est un gros euro, quand même, avec un niveau de complexité de 3.97 selon Board Game Geek. Chaque joueur représente un peuple. Ce peuple-là a pour objectif de créer une civilisation, dans le fond, créer un village, améliorer ses bâtiments et améliorer sa liaison avec les éléments. Et à mesure qu'on effectue différentes actions, on va accumuler des points. En fait, beaucoup de choses dans le jeu vont nous permettre d'accumuler des points. Donc, c'est ça. Chaque joueur représente une faction ou une race et va posséder un plateau personnel qui a différents pouvoirs. Chaque race peut aussi seulement s'établir sur un type de territoire particulier. Entre autres, les magiciens du chaos peuvent juste s'établir sur les terres désertiques asséchées et arides, alors qu'on a des sorcières qui doivent s'installer dans les bois. Chaque faction est vraiment aussi asymétrique. Il y en a qui vont avoir, chacune va avoir une action unique qui va pouvoir être effectuée lorsqu'ils vont avoir posé un certain type de bâtiment. Ils vont avoir aussi des bonus de départ particuliers. Il y en a qui vont faire des points en faisant différentes actions. Il y en a qui vont avoir des restrictions. Il y a tout ça qui est différent. On a aussi sur notre plateau ce qui représente un peu notre économie. Dans le fond, on va avoir sur notre plateau différents bâtiments. On va avoir aussi ce qu'on appelle des bols de pouvoir. Donc, à mesure qu'on va placer des bâtiments sur la carte, on va libérer des espaces sur notre plateau personnel qui vont nous donner quels sont les revenus qu'on va obtenir à chaque début de round. J'ajouterais aussi que la particularité, c'est qu'on commence avec un certain type de bâtiment qu'on peut améliorer en d'autres choses, puis après ça va brancher. Mais ce qui est cool, puis qui est comme crunchy, c'est que quand on améliore un bâtiment, ben on est obligé de retourner le bâtiment précédent sur notre plateau. Fait qu'on se débarre certains revenus, mais on en recouvre d'autres. Donc, c'est tout le temps une balance entre quel bâtiment je veux mettre pour
quelle ressource je vais aller chercher, j'ai besoin au prochain tour, dans le fond. C'est ça. Parce qu'on a, dans le fond, les bâtiments de base qui sont petites habitations. Quand on les met, ils vont nous débloquer des ouvriers. Les ouvriers, ils servent à faire à peu près tout. Puis on va remplacer ces habitations-là par des comptoirs. Les comptoirs, eux autres, vont nous permettre d'accumuler de l'argent et du pouvoir. Mais quand on améliore, dans le fond, notre habitation en comptoir, on vient recacher un de nos ouvriers. Donc, on va avoir un ouvrier de moins au prochain tour. Mais on va faire plus d'argent puis on va faire du pouvoir. Fait qu'il y a cet aspect-là qu'il faut gérer, c'est comment on va améliorer nos différents bâtiments, puis savoir justement gérer qu'est-ce que je vais avoir besoin au prochain tour. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'améliore ce comptoir-là en temple ou en forteresse, en sachant que j'ai peut-être besoin d'or ou de pouvoir au prochain tour. Fait qu'il faut gérer un peu ça. Puis à ça, on va ajouter que la séquence dans laquelle on va faire nos améliorations peut aussi influencer les points qu'on va faire. Parce que, à certains moments de la partie, ce qui va nous faire des points va changer. Ouais, dans le fond, au début de la partie, on va mettre des tuiles sur le plateau qui vont indiquer à chaque ronde qu'est-ce qui va nous faire des points ce tour-ci. Fait que ça peut être de placer des comptoirs, placer des habitations, utiliser des pelles pour terraformer les environnements qui sont pas les nôtres, etc., etc. Fait que, en début de partie, on voit déjà tout ça. Fait que, tu sais, il y a 6 rondes dans le jeu. Fait qu'on sait déjà qu'au premier round, c'est ça qui vaut des points, au troisième, c'est ça, puis au quatrième, ça va être ça. Fait que je peux déjà voir ça puis commencer à planifier grosso modo c'est quoi mon objectif pour le troisième round, le quatrième, le cinquième. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin de faire au premier puis au deuxième pour être capable de faire ces choses-là. Exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de stratégies à long terme par rapport à tout ça. Et dans un tour normal de jeu, chaque round, dans le fond, peut durer plus qu'un tour. Dans le fond, tous les joueurs vont pouvoir faire des actions à tour de rôle pendant ce round-là jusqu'à temps que tout le monde est passé. Les différentes actions qu'on peut effectuer, ça peut être de terraformer justement des terrains, c'est-à-dire les adapter pour que nous autres, on puisse après ça construire par-dessus. On peut utiliser du pouvoir pour se procurer des ressources, comme des prêtres, des ouvriers, de l'argent, si jamais il nous en manque. On peut aussi utiliser ce pouvoir-là pour faire des actions qui peuvent être faites une seule fois pendant le round, puis qui vont coûter différents coups, Puis c'est des actions qui sont partagées par les joueurs. Fait il y en a 7, puis une fois que une a été faite par Vincent, mais moi je pourrais plus aller la faire pour cette ronde-là. Fait qu'il y a vraiment... Il y a une course un peu à savoir qui va pouvoir faire l'action qu'il veut à quel moment. Puis des fois, ça fait mal. Là. Des fois, on a besoin d'aller chercher le 7 pièces de plus. C'est la course à savoir qui va être capable de débloquer les 4 pouvoirs pour aller chercher ces pièces-là. Fait qu'il y a un peu de question de timing, puis qu'il faut un peu voir où les autres vont s'enligner, planifier nos actions du round. Puis en plus, l'ordre du tour est déterminé par qui a fait le plus d'actions ou le moins d'actions au tour précédent. Fait que la personne qui a passé en premier, donc qui a fait le moins d'actions, c'est elle qui va jouer en premier au tour suivant. Fait que, oui, tu peux perdre un peu de momentum pendant un round en faisant un peu moins d'actions que les autres, mais si t'es le premier au prochain, ben tu sais que tu vas avoir l'action bonus pour aller chercher les 7 pièces d'or, puis que personne va pouvoir te l'enlever, fait que tu vas pouvoir avoir un méga gros tour au round suivant. Fait que, encore une fois, beaucoup de considérations à long terme, de tempo, puis de gestion de ressources, puis de quand est-ce les dépenser, quand est-ce faire des bursts pour aller chercher le plus de points possible. C'est ça. Puis la gestion des ressources est vraiment critique, puis ça peut devenir aussi vraiment limitant parce que tout va coûter, à peu près tout coûte de l'or et des ouvriers. À ça, on ajoute aussi la piste des éléments. La piste des éléments, c'est une des façons d'aller chercher du pouvoir qui nous permet de faire les actions qu'on a parlé tantôt, mais c'est aussi une autre façon de faire des points en fin de partie. Si on a plus d'affinité avec les différents éléments, on va faire plus de points. En fait, là, c'est un jeu de positionnement. Celui qui est le premier fait plus de points, le deuxième en fait un peu moins, le troisième en fait moins encore. Fait on a cette course-là à gérer, qui va aussi, puis cette piste-là contribue aussi à nous donner des bonus en fin de round, parce que en plus d'avoir des actions différentes qui nous font des points à chaque tour, on a aussi un pouvoir en fin de tour
qui nous donne des récompenses si on a réussi à atteindre un niveau déterminé d'affinité avec les éléments. Comme des fois, c'est si on pour chaque deux d'affinité avec le feu, on te donne un ouvrier. Fait que tu as intérêt aussi à améliorer ton influence avec le feu à ce moment-là pour profiter de ces ressources supplémentaires-là. C'est ça, puis il y a plusieurs façons de faire ça, tu sais, il y a différentes façons de faire des revenus, différentes façons de faire du pouvoir. Le pouvoir te permet d'aller chercher d'autres ressources, de monter sur ces pistes-là. Il y a beaucoup de systèmes qui sont interreliés, c'est beaucoup d'informations à assimiler lors d'une première partie. C'est le genre de jeu que si vous avez joué quelques fois puis que vous montrez à vos amis qui avaient jamais joué, il y a des bonnes chances que vous allez leur sacrer une volée. Ouais, parce que c'est ça. C'est beaucoup de trucs interreliés, beaucoup de complexité. C'est facile de faire une erreur qui peut nous coûter cher dans notre âme. Ça m'est arrivé mes premières parties, je me fâchais contre moi-même parce que à un moment donné, je calculais mal mes choses. Je calculais mal mes choses, puis là, j'étais plus en mesure de rien faire, puis là, je devais passer alors que j'avais planifié faire plein d'affaires. Pis c'est ça, c'est le genre de jeu que tu veux essayer de rester dans le rôle le plus longtemps possible, faire le plus d'actions que tu peux. Et des fois, ça vaut la peine de passer plus vite parce que on n'a pas parlé encore, mais on a des bonus qui nous suivent à chaque ronde. Il y a des tuiles qu'on sélectionne, puis là, d'un ronde à l'autre, ça va changer. Fait que là, des fois, il y en a une qui est vraiment bonne, on va absolument l'avoir, ben il faut passer en premier, mais là, on va faire moins d'actions. Mais là, est-ce que Vincent va encore faire 2, 3 actions? Je sais pas. Ça vaut-tu la peine que je passe tout de suite? Ah! Ah ouais, non, c'est difficile. C'est drôle parce que, tu sais, 6 rounds, je trouve que c'est court, mais ça demande vraiment un gros focus puis une grosse analyse de la situation. Ça fait qu'on fait beaucoup de tours dans un même round, là. Ben, à la fin, oui, au début, moins, tu sais, c'est un jeu qui ramp up beaucoup, là, tu sais, les premiers rounds, on va faire peut-être 2, 3 actions, puis dans les derniers, ça va peut-être être plus 6, 7, tu sais. Ouais, parce que notre économie s'améliore, je veux pas, on construit des villes, ça nous donne justement plus de ressources, plus de possibilités. Ouais, moi, c'est le genre de jeu que les 2 premiers rounds, je suis tout le temps en train de me dire, mon Dieu, que ma partie va pas bien, j'ai l'impression que j'ai rien fait, puis que, tu sais, ça me prend trop de temps avant de partir, que je serais pas capable de performer, puis finalement, ben, comme 4-5e round, là, je suis comme, ah, ok, non, je me suis bien seté up, puis tu sais, je me rattrape à ce moment-là, mais c'est ça, en début de partie, j'ai tout le temps l'impression que ma game va pas bien, puis que cette faction-là, c'est celle que j'aime pas, finalement, parce qu'il y a quand même 14 factions dans le jeu, qui sont toutes assez uniques et assez différentes, là. Ils ont toutes leurs petites particularités, fait que de jouer une versus l'autre, le jeu reste pas mal le même, mais ça va plus influencer la stratégie qu'on va essayer de suivre pour gagner, parce qu'il y en a qui vont réussir plus facilement à faire certains types d'actions, si on veut. C'est ça, tu sais, il y a chacune des races a vraiment sa force puis son petit moment où ils vont vraiment briller à travers la partie, puis il faut pouvoir profiter de ce moment-là ou aller chercher l'action limitante rapidement. Tu sais, moi j'avais les géants. Les géants, il y avait une particularité, c'est que pour terraformer n'importe quel territoire, ça me coûtait 2 pelles. Mais des pelles, ça coûte cher en début de partie. Ça coûte cher de façon générale, à part quand tu les améliores. Mais moi, j'avais l'opportunité de pouvoir me débloquer une action supplémentaire qui était de prendre 2 pelles directement puis le faire. Fait que moi, j'avais vraiment intérêt à pousser vers ça, alors que quelqu'un d'autre peut avoir une habilité qui est intéressante, mais peut-être moins critique à toute la stratégie. Ouais, ben je te dirais que la plupart des races vont avoir intérêt à aller chercher leur forteresse rapidement puis à débloquer leur habilité de plus. Là. Parce que c'est une action de plus que tu peux faire par tour, souvent. Ou, tu sais, ça va être beaucoup de revenus à chaque tour, justement. Fait que plus vite tu le fais, plus tu vas pouvoir en profiter. Ouais, puis celle-là, une fois qu'elle est mise aussi, c'est qu'il y a pas d'amélioration supplémentaire. Tu l'as, c'est permanent sur le plateau, ça bouge plus. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour, c'est ça. C'est un jeu qui peut quand même être complexe, mais qui est vraiment le fun. Puis comme Sam, tu disais, j'aime beaucoup l'évolution du jeu. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas trop parlé aussi, c'est que on va se partager le même plateau, dans le fond, la Terra Mystica comme tel. Le positionnement de nos bâtiments va aussi avoir un impact sur la partie parce que à chaque fois que quelqu'un construit ou améliore un bâtiment,
ses voisins peuvent payer des points pour accumuler du pouvoir, puis pouvoir utiliser ce pouvoir-là. Pas Ouais, c'est ça, ça te donne des ressources. Tu payes des points pour avoir des ressources pour pouvoir faire plus d'actions. Fait que là, tu veux pas trop t'installer proche des autres pour pas qu'ils puissent faire ça, mais en même temps... Si toi t'es proche, tu peux profiter de leurs améliorations. Aussi, puis il y a certains bâtiments qui coûtent moins cher à être améliorés si on les voisins des autres. Mais en même temps, quand t'es à côté, ben l'autre, il peut aller chercher les territoires que tu voulais peut-être. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses à considérer puis à balancer. Oui. Puis à ça, on ajoute que sur la carte des rivières, qui par défaut ne peuvent pas être traversées, pour pouvoir les traverser, il faut soit acheter des ponts avec du pouvoir ou améliorer des bateaux pour faire de la navigation. Il y a vraiment plein de dimensions à ce jeu-là. Comme on a dit, c'est pas un jeu qui est peut-être très évident la première fois. En fait, je conseille toujours de jouer peut-être 2 games à ce jeu, 2-3 games avant de considérer qu'on a une chance de gagner contre quelqu'un. Ouais, ben à moins que tout le monde soit débutant. Ouais. Mais oui, non, c'est un petit coup à donner pour apprendre à jouer, mettons, parce qu'il est pas tout le temps intuitif non plus. Là. L'iconographie est quand même bonne. Ouais, c'est quand même clair quand on s'y fait, là, mais ça prend... Il y a des petits trucs un peu plus pointilleux, là, la façon que les pouvoirs fonctionnent, les agglomérations versus les villes pendant la partie versus les points à la fin pis tout ça. Fait que il y a des petits points de détail de règles qui sont un peu tannants au début. Mais ouais, un coup qu'on se fait l'iconographie, tu sais, ça devient clair, puis là, on fait juste regarder le symbole, puis on fait comme ah oui, ça doit vouloir dire ça, puis c'est quand même assez clair une fois qu'on s'est fait la main. Ouais, c'est ça. Puis après une couple de parties, c'est là que ça prend vraiment toute sa beauté. C'est que tu peux regarder c'est quoi les 6 bonus de ronde, autant les bonus de points pendant le ronde que les bonus à la fin. Puis tu peux, rendu là, tu peux quasiment même choisir ta faction en fonction de ça. Parce que à haut niveau là, compétitif, là, parce qu'il y a quand même une grosse scène de tournoi de ça, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont carrément miser des points sur les factions. Tu sais, les joueurs vont évaluer c'est quoi les factions, les bonus, fait que là, ben ça veut dire que les nains vont être vraiment bons, cette partie-ci, fait que je vais miser 5 points pour les avoir. Parce qu'au début de la partie, on commence à 20, mais là, tu peux comme dépenser de ces points-là pour avoir la faction que tu veux. Moi, je suis pas rendu. Donc, c'était Terra Mystica. De Jens Drogelmüller et Helge Ostertag. Et publié ici en Amérique du Nord par Zeman Games. Puis là, Sam, tu vas nous parler d'un jeu qui a un nom qui a l'air super gentil, mais qu'au final, j'ai rarement vu autant de violence puis d'agression sur un plateau. Ben, il n'y a pas vraiment de violence puis d'agression. Ah, ça c'était peut-être plus mon sentiment. Ouais, c'est ça, c'est un des jeux qui a le plus de sacres par minute que j'ai joué. C'est le jeu Keyflower de Sebastian Bleasdale et Richard Breeze, et publié par R&D Games. Donc, Monsieur Breeze, à peu près tous ses jeux, ils vont avoir Key dans le nom. Non officiellement, ça s'appelle la Key Series. Et Keyflower, c'est inspiré en fait du Mayflower, qui est le bateau qui a amené les colons en Nouvelle-Angleterre. Donc, dans ce jeu-là, on va être différents groupes qui arrivent pour s'installer dans le Nouveau Monde et qui vont chacun développer, dans le fond, leur village. Pour développer notre village, on va devoir se procurer des tuiles qu'on va ajouter à ce village-là. Puis sur chaque tuile, dans le fond, il va y avoir différentes actions qui vont être un peu comme des emplacements pour un jeu de worker placement, si on veut. Donc, quand on les active, ça nous donne un certain nombre de ressources, ou ça nous permet de déplacer ces ressources-là dans notre village, ou de gagner plus de meeples. Parce que les meeples dans ce jeu-là, non seulement c'est les ouvriers qui servent à activer les tuiles, mais c'est aussi la monnaie avec laquelle on va les acheter. Parce que la mécanique principale, ça va être des enchères, donc en début de ronde, on va piger un certain nombre de tuiles qui dépendent du nombre de joueurs. Puis
ces tuiles-là vont être mises au marché, qui va être disponible à tout le monde. Fait que quand c'est mon tour, je dois prendre un ensemble de meeples de une seule couleur, parce qu'il y a 4 couleurs de meeples, parce que les gens qui arrivent dans le Keyflower, c'est tous des racistes, pis ils veulent pas travailler avec les gens des autres, les meeples des autres couleurs. Fait que c'est quand quelqu'un commence à mettre des meeples bleus sur une tuile, soit pour parier, soit pour l'activer, on est obligé d'utiliser uniquement des meeples bleus sur cette tuile-là. Pas des autres couleurs. Puis au départ, on commence aussi avec seulement 3 des 4 couleurs en notre possession. Il y a une 4e couleur de meeple, les verts, qui doivent être récupérés en utilisant les actions sur les tuiles. C'est une stratégie en fait qui peut être utilisée, là, c'est de prendre le monopole des meeples verts puis de bloquer les autres après ça parce qu'ils ont pas accès à ces meeples. Puis comme tu l'as dit, un coup que la tuile a été activée ou misée dessus d'une couleur, ben ça définit la couleur que tous les joueurs doivent utiliser là-dessus. Fait que c'est là que les sacs vont venir parce que je le sais que Vincent, il y a pas beaucoup de jaune puis qu'il veut la tuile qui donne de l'or, fait que je vais miser mon 2 meeples jaunes pour l'avoir, puis je sais que lui, il voulait même pas avoir la tuile. Il avait juste besoin d'un or ce tour-ci. Fait qu'il allait mettre un meeple rouge dessus. Parce que ça, je sais qu'il y en a plein. Je l'ai vu les ramasser au dernier tour. Fait que là, je mets un jaune, puis Vincent, il est fâché. C'est ça. Puis sinon, il y a d'autres façons de faire fâcher les gens. Admettons, là, il y a une autre tuile que je voulais utiliser. Puis là, je me suis arrangé pour parier dessus un meeple bleu, puis pour m'assurer qu'elle soit bleue. Ben Sam, lui, il peut décider d'activer la tuile en mettant 3 meeples d'un coup. Parce qu'une même tuile peut être activée jusqu'à 3 fois. Mais si jamais quelqu'un décide de mettre 3 meeples de la bonne couleur sur cette tuile-là, il est le seul à pouvoir l'activer. Ouais, parce qu'il peut pas avoir plus que 6 meeples par tuile par tour. Puis pour l'activer, il faut mettre un de plus que la dernière personne qui l'a activé. Fait que si j'en mets juste un, Vincent peut venir l'activer avec un 2 après, puis moi je peux revenir l'activer avec un 3. Mais comme t'as dit, si je me dirais qu'un 3, ben là, il faudrait que tu sois capable d'en mettre 4 pour l'activer aussi, puis ça, c'est pas permis. C'est illégal parce qu'on dépasse la limite de 6. Fait que c'est une autre occasion de sacrer. Puis c'est ça, les tuiles, comme je disais, vont nous donner différentes ressources. En les plaçant dans notre village, faut faire attention, parce que dessus, il va y avoir un certain nombre d'embranchements de routes, fait qu'il faut que les routes fitent ensemble, parce que si on veut pouvoir transporter les ressources d'une tuile à l'autre, faut passer par ces chemins-là. C'est aussi important parce que le déplacement des ressources nous permet d'améliorer justement les différentes tuiles. Fait que le positionnement de ces tuiles-là peut devenir critique parce qu'on veut pas avoir à traverser 4 tuiles pour aller upgrader une tuile donnée. On veut essayer de limiter dans le fond l'expansion de notre village. Ouais, puis dans le fond, pourquoi qu'on veut améliorer ces tuiles-là? Ça va faire que leur action va être meilleure. Fait que mettons, si j'ai une tuile qui me donne un meeple vert contre un meeple rouge, ben si je l'améliore, je vais pouvoir donner un meeple rouge pour avoir 2 meeples verts, par exemple. Puis en plus, les tuiles qui sont améliorées vont généralement valoir des points ou plus de points en fin de partie. Puis c'est ça qui est cool, c'est que quand tu produis des ressources, tu les produis sur la tuile dans ton village, ou si tu vas les produire en activant des tuiles qui sont encore au marché ou qui sont dans le village des autres. Parce que oui, tu peux aller activer les tuiles qui sont dans le village des autres. Une autre façon de les faire sacrer, d'ailleurs. C'est merveilleux. On a toutes les oreilles qui saignent à la fin de la partie. À force de s'être entrebloqués, c'est merveilleux. Fait que c'est ça. Quand tu vas chercher des ressources avec des tuiles qui sont pas dans ton village, ben t'es mets sur ta tuile de départ. Puis après ça, tu vas pouvoir les déplacer pour les amener sur les tuiles que tu veux améliorer. Puis ce qui est cool aussi, c'est que quand t'as des tuiles intéressantes puis que les autres viennent jouer dessus, t'es un peu fâché parce que toi, ça te coûte plus cher de faire cette action-là, mais t'as quand même un bonus cool parce que toutes les tuiles qui sont... dans le fond, toutes les meeples qui sont sur les tuiles dans ton village ou sur les tuiles que t'as gagnées aux enchères vont aller dans ta réserve pour le round suivant. Fait que tu vas avoir beaucoup plus de meeples, plus d'options pour activer des tuiles ou acheter des tuiles aux enchères. Ça, c'est ça, comme on disait, c'est super important d'avoir une bonne diversité puis une bonne quantité de meeples, parce que c'est ça qui nous permet de faire des actions puis de racheter au tour d'après. D'avoir les tuiles sexy dans son village, c'est un truc qui peut être important.
De un, parce que aussi quand nous autres on les active, ben dans le fond c'est des meeples qu'on perd pas, qu'on reprend dans notre main, puis c'est une façon aussi un peu de récupérer les meeples de nos opposants. Dernière twist, c'est que en début de partie, on va chacun recevoir 3 tuiles de scoring, si on veut, qui vont être celles qui vont être disponibles dans le marché au dernier round. Mais on en reçoit 3 en début de partie, on va savoir c'est quoi les possibilités qui donnent des points. Puis ces tuiles-là, ça va être il y en a une, c'est la Kitty Droll qui va donner juste 12 points straight pipe comme ça. Il y en a d'autres que ça va donner 1 point par 5 ressources ou par meeple d'une couleur ou par set de 3 couleurs de meeple dessus, etc. Donc, différentes façons de faire des points. Mais ces tuiles-là seront pas nécessairement à nous, puis ils seront pas nécessairement toutes en jeu non plus. Quand ça arrive au dernier round, on va choisir d'en mettre 1, 2 ou 3 aux enchères. Puis tout le monde va avoir accès à ça. Fait que si j'ai bien joué, je vais m'être arrangé pour accumuler les ressources qui me permettent de faire des points avec mes tuiles à moi. Sauf qu'il faut que je m'assure de gagner aux enchères pour pouvoir aller faire ces points-là, parce que ça se peut que Vincent, lui, justement, il fait son monopole de meeple vert, puis que c'est lui qui est le premier à jouer au dernier tour, puis qui commence en bidant en vert sur la tuile que je voulais, puis là, moi, j'en ai pas de meeple vert, fait que je suis mal pris, puis je sacre encore. Eh oui, ça finit tout le temps comme ça. Mais c'est agréable quand même, là, tu veux dire... Oui, c'est un jeu qui est frustrant, mais frustrant de manière ludique, si on veut, là. Ouais, puis on sac qu'on se fait faire des coups sales, mais c'est vraiment plaisant aussi de faire le coup sale, tu sais, d'arriver dans le village à Sam puis de faire comme c'est moi qui va choisir la couleur de cette tuile-là, puis c'est ça. C'est ça, on dirait que c'est pas autant agressif qu'un gros jeu de bataille, tu sais, où qu'on se rentre dedans puis qu'on s'enlève des armées puis qu'on se vole des territoires. Là, c'est plus comme j'utilise tes affaires avant toi, fait que ça va te coûter plus cher, puis peut-être que tu vas être obligé de payer d'une façon que t'avais pas prévue. Fait que ouais, c'est très interactif, mais c'est pas du take that, c'est juste on se bloque, on impose nos règles, c'est parce que tu sais c'est pas activement contre l'autre joueur, c'est pas tout à fait, mais presque, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est fait que ça sera pas c'est pas le genre de jeu pour tout le monde, mais c'est ceux qui aiment pas ça justement attaquer les autres, peut-être que ça va plus leur plaire, ce genre de jeu-là, de ce genre d'interaction-là, qui est pas tout à fait des couteaux dans le dos, mais pas loin, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, c'est hautement interactif, puis c'est fâchant un peu. Il faut se trouver des plans B un peu tout le temps pendant la partie, il faut être capable de... Ouais, tu sais, Terra Mystica, on parlait tantôt, tu vois les 6 tuiles du début, il faut que tu te fasses grosso modo ta stratégie, tu sais, oui, tu vas t'ajuster au fur et à mesure des rondes, dépendamment de quels pouvoirs qui sont disponibles et tout ça. Celui-là, c'est vraiment plus réactif. Tu sais, oui, tu gardes en tête qu'en fin de partie, tu vas avoir besoin de meeple vert pour scorer des points. Mais tu sais, si t'es pas capable d'aller les chercher, ces meeple verts-là, ben tu peux décider de trasher cette tuile-là, pas la mettre en jeu finalement, puis mettre autre chose, puis tu te revires de bord, puis tu fais de ton mieux avec qu'est-ce que tu peux, dans le fond. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux justement pas juste profiter de ton board, tu peux profiter du board des autres joueurs, là, parce que tout est aussi ouvert d'une certaine façon. Fait que t'as quand même beaucoup d'options en tout temps. Surtout en début de round, quand il y a aucune tuile qui a été activée ou que personne n'a mis d'enchère sur aucune tuile, t'as beaucoup de liberté en début de tour pour justement t'adapter à la situation. Ouais, puis tu sais, t'as des tuiles justement qui te permettent d'être premier au tour suivant. Donc, ça peut être intéressant d'aller les chercher pour justement avoir cette liberté-là de dicter les couleurs sur les tuiles les plus importantes pour toi. Ce qui est cool aussi, c'est que dans le fond, le jeu il vient avec un certain nombre de tuiles, puis on les verra pas toutes à chaque partie. Fait que ça peut arriver qu'il y a des parties qu'on a beaucoup de tuiles qui nous permettent de faire des meeples verts, d'autres où il y en a aucune. J'ai joué une partie récemment sur BGA où c'est arrivé. Là. Pendant toute la partie, il y a eu 0 façon de faire des meeples verts, donc il a fallu utiliser différentes stratégies pour aller chercher nos points, parce qu'on avait
plus de ressources par contre, puis plus de mouvement de ces ressources-là, des choses comme ça. Donc d'une partie à l'autre, ça va varier. Puis le jeu se joue de 2 à 6. Fait que c'est quand même cool d'avoir un gros éventail de joueurs comme ça. À 2, il est quand même bien. Même si on pourrait penser que ce genre de jeu-là, c'est clairement il est plus le fun à 3 ou 4 là, parce qu'il y a un peu plus d'interaction, plus de monde à aller picosser. Ouais, c'est ça. À 6, je le recommanderais peut-être pas en personne, parce que là, ça commence à être long avant que ton tour revienne, puis c'est assez chaotique. Mais tu sais, j'ai joué quand même quelques fois sur BGA aussi en tour par tour. Fait que là, qu'on soit 5 ou 6, ça change pas grand chose. Fait que ça peut être cool à ces comptes plus hauts là aussi. L'implémentation est quand même très bien faite. Il n'y a pas de undo malheureusement. Ouais, si on s'en sauve pas, là, faut faire attention au mon clic. Ouais. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour Keyflower de Sébastien Bleasdale et Richard Breeze et publié par R&D Games. Fait que je pense que déjà, on en a parlé un petit peu rapidement, mais un des points pour lesquels les deux jeux vont vraiment être très différents, c'est au niveau de l'interaction. Je pense qu'on va vraiment avoir... on va chercher des publics assez différents, tu sais, comme on a dit, Keyflower, le niveau d'interaction entre les joueurs est extrêmement élevé. Ça peut devenir frustrant. Comme tu disais, c'est pas avec tout le monde que tu peux jouer à ça, parce que c'est pas tout le monde qui vont prendre plaisir à se faire bloquer ou qui vont prendre plaisir à bloquer les autres. Tu sais, des fois, c'est moins la tasse de thé des gens. Alors que dans Terra Mystica, là, on est un peu plus, on joue un peu plus notre partie. Oui, il y a de l'interaction, mais c'est pas l'aspect central. Tu sais, là, c'est vraiment plus, je fais ma partie, je sais qu'est-ce que je vais upgrader à tel moment, je vais essayer d'aller chercher ça. Tu sais, oui, on se fait bloquer une fois de temps en temps, mais c'est pas non plus, c'est pas ultra présent. Oui, mais tu sais, mettons qu'on a le spectre de jeux super interactifs puis jeux qui sont vraiment solitaires en multijoueur. Tu sais, Keyflower, il est plus proche de l'extrême interactif, mais je trouve que Terra, il est pas vraiment... Il est loin d'être à l'extrême de multijoueur solitaire. Il est plus comme dans le milieu du spectre, si on veut, un peu plus côté... individuel, mais oui, il y a quand même un peu d'interaction. Parce que justement, tu sais, t'as la course pour aller chercher les actions qui coûtent du pouvoir, t'as comment que tu peux couper les autres sur la carte en construisant avant eux puis bloquer l'endroit où ils voulaient aller. Fait que tu sais, c'est pas d'interaction directe comme dans Keyflower, mais elle est là quand même. Là. C'est pas c'est ça, c'est pas du multijoueur solitaire. Ouais. Mais c'est ça. Mais souvent, en tout cas de mon expérience, moi ça m'arrive quand même souvent de me fâcher devant des jeux là. Dans Terra Mystica. Toi te fâcher pendant un jeu quand tu perds? Voyons, j'ai jamais vu ça. Ben, à Terra Mystica, c'est plus contre moi que j'ai à me fâcher que à Keyflower, parce que là j'ai le goût de couper des têtes, couper la tête des opposants. Fait que c'est un peu ça. Fait que Terra Mystica, il est peut-être plus accessible à ce niveau-là que Keyflower, mais en même temps, ça dépend de qu'est-ce que tu vas rechercher. Je sais pas si je dirais qu'il est plus accessible, parce qu'il est vraiment plus compliqué aussi. Ouais. C'est vrai qu'au niveau complexité, Terra Mystica, il y a... 3.94 tantôt, Keyflower est à 3.34. Ouais, mais les deux, ils restent quand même... Dans Keyflower, t'as quand même beaucoup un peu de engine dans le sens où des fois tu vas aller activer une tuile pour aller chercher une ressource, pour aller activer l'autre tuile, tu sais, t'as un peu t'as quand même un certain niveau de complexité. Oui, non, c'est pas Istanbul, là, ou non. Seasons, mais je pense que Terra, il est quand même une coche au-dessus de Keyflower, il est comme pas facile au début, il est pas intuitif, mais un coup que t'as compris comment ça marche, il est quand même assez simple. Puis tu sais, oui, t'as beaucoup d'options, mais tu sais, c'est pas le genre de jeu qu'il faut que tu fasses un petit peu de tout pour bien performer. Je pense que c'est mieux de te concentrer sur une affaire, genre cette partie-là, moi je vais faire des ressources en malade, puis tu sais, je vais faire tout ce que je peux pour en accumuler le plus possible, puis c'est comme ça que je vais faire mes points. T'sais. Tandis que Terra, là, il faut que tu regardes, ben là, au deuxième tour, faut que je place des villages, au troisième tour, faut que je fonde ma ville, au quatrième tour, faut que je place mon gros temple.
Fait que tu sais, faut un peu que tu touches à tout, pis que tu sois bon dans tout sans être... Tu peux pas être excellent. Dans toutes les sphères, mais c'est vrai que de négliger un truc, ça peut coûter vraiment cher, là. Si tu décides que tu peux pas faire le jeu en oubliant complètement les pistes des éléments, pas ne pas rien améliorer, tu sais. C'est vrai que faut que tu sois capable de faire un peu de tout. Puis tu peux pas comme dire bon ben moi je pars dans une direction puis je vais faire des montagnes de points avec ça parce que t'as un peu une limite de points que tu peux faire à chaque round en fonction de c'est quoi l'action. Puis même en fin de partie, à un moment donné, tu peux avoir la plus grosse ville, mais à un moment donné, ça te vaut plus rien d'augmenter ta ville parce que t'as le maximum de points que tu peux faire avec. C'est ça, t'as juste besoin d'avoir un de plus que le deuxième joueur. Ça va te donner autant de points que si t'en as 10 de plus. T'sais. C'est vrai que c'est ça. Niveau complexité, Terra Mystica est quand même une bonne coche au-dessus. Niveau matériel, les deux jeux s'équivalent, je pense. Là. C'est pas les plus beaux. C'est pas les plus laids non plus. Ouais, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas tant d'arguments de ce côté-là. C'est pas les versions de luxe qu'on voit là, sur GameFound de ce temps-ci, là, les Kingdom Builder puis Castles of Burgundy à 200-300$ avec au lieu d'être des cubes, c'est des bâtiments en plastique super détaillés que moi j'ai pas besoin en tout cas pour ce genre de jeu-là. Là. Non, c'est ça, tu sais, les deux jeux ont cherché plus à développer des mécaniques que des composants. C'est ça, on est en 2012, pas en 2022. Dans ce temps-là, quand ton Meeple, il y avait des bras, t'étais content. Puis si vous voulez comparer, vous irez voir sur Instagram, là, j'ai mis des photos des deux jeux. C'est dur de les comparer plus que ça, parce que des fois on a une thématique, genre on regarde des jeux avec une mécanique, fait que tu sais, les jeux ça ressemble un peu plus, tandis que là, tu sais, c'est 2 euros qui datent de 2012, mais à part ça, il est pas... C'est ça, tu sais, on peut pas dire lequel il fait plus 2012 que l'autre, tu sais. Dans un sens, tu sais, c'est quoi 2012, hein? C'est la fin du monde. Ouais, c'est ça, on avait peur de la fin du monde, on se rappelle, donc peut-être que Terra Mystica fait plus 2012 avec son petit côté... Terraformation, puis catastrophe naturelle. Puis, ben, tu sais, fantasy, prophétie, blablabla. Donc... Ah ouais, attends, il y a un autre truc qu'on pourrait dire. C'est vrai que Keyflower, les hexagones sont plus grands que Terra Mystica. Je sais pas si on peut considérer ça comme un avantage. Ouais, pour notre duel, je pense que oui. Fait que... Sur ce, vous pouvez tous voter #Team Sam et Keyflower. Ou #Team Vince avec Terra Mystica. Faites ça sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. Il y a plusieurs personnes qui ont rejoint dernièrement. C'est cool, il y a un petit peu plus de vie là. Bravo, continuez comme ça. On aime ça vous lire, on aime ça discuter de jeux avec vous autres là-dessus. De votre côté, quel est votre jeu préféré de 2012? Ouais, il y en a quand même beaucoup. Fait qu'écrivez-nous boardgameduel@gmail.com. Puis dites-nous c'est quoi votre préféré de cette année-là. On a même remercié aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter et de nous soutenir. Oui. N'oubliez pas d'aller voir le Pub Meeple pour nous aider à départager les jeux. Dans le fond, histoire de me donner raison quand on sera pas d'accord. Puis, donnez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez qu'on le mérite. Moi, je pense qu'on le mérite. Moi, je pense qu'on le mérite aussi. Puis même si vous pensez qu'on le mérite pas, vous pouvez le mettre pareil. Ouais, c'est ça. C'est plutôt un petit cadeau. Alors, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. À la prochaine. La ville, en fait, est constituée d'un plateau de 4 cartes, qui sont je recommence, c'est un plateau 4 par 4 que je voulais dire, mais ça a mal sorti. 4 par 4 cartes. 4 par 4 cartes. Donc, publié aussi par les éditions Zeman Games dans notre situation, dans notre cas, dans notre situation.
dans notre situation de cas hypothétique.